Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire «Comment protéger les droits d'auteur de mes travaux de recherche». C'est un webinaire qui vous est proposé par l'association UDIS, qu'on va vous présenter assez rapidement. Et puis, je vais peut-être juste très vite me présenter moi-même, puisque je suis Anne-Catherine Fritzinger. Je travaille à Sorbonne Université, où je suis entre autres conseillère pour la science ouverte. Et par ailleurs, copilote avec Fabien Borgé du groupe de travail UDIS sur la science ouverte. Alors, UDIS, très rapidement. J'arrive. Voilà, désolée. C'est une association qui regroupe 10 universités de recherche intensive. Et avec, au sein de cette association, je suis désolée pour le petit temps, mais je peine à avoir la main. Voilà. Quelques chiffres. Alors, pourquoi un groupe de travail sur la science ouverte à UDIS? D'abord parce que, pour rappeler que tous les établissements de l'association UDIS ont une politique très affirmée de science ouverte, et certains d'entre eux ont d'ailleurs été des pionniers du déploiement d'une telle politique de science ouverte avant même le lancement du plan national pour la science ouverte en 2018. Parce que les sujets de la science ouverte, et on le voit ici sur la slide qui vous est proposée, avec le nombre de publications qui sortent chaque année des universités UDIS, parce que ces sujets sont de préoccupation qui sont au cœur de la recherche et donc des établissements de recherche intensive, et parce que ce sont aussi des sujets qui sont en train de très fortement se structurer à l'échelle nationale et qui amènent des changements profonds dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et bien sûr, parce que nous avons en France une politique nationale très affirmée dans ce domaine, avec un certain nombre d'instances au sein desquelles les universités d'UDIS sont, comme d'autres, actives par le biais de collègues impliqués pour leur expertise dans tel ou tel domaine. UDIS est représenté au sein de ces instances, puisque les deux copilotes du groupe de travail Fabien Borgé représente UDIS au sein du comité de pilotage de la science ouverte, et je représente moi-même UDIS au sein du secrétariat permanent pour la science ouverte. Alors, c'est dans ce contexte qu'un groupe de travail s'est assez rapidement emparé de la stratégie de non-cession exclusive des droits, qui a été portée haut et fort, vous le savez, par la coalition S à l'échelle européenne, et en France, tout particulièrement par l'ANR, qui est membre de la coalition S. UDIS, vous le savez sans doute également, a explicitement soutenu le déploiement de cette stratégie et incité les établissements à accompagner les chercheurs dans cette démarche, mais aussi plus largement à les sensibiliser à ces enjeux. Et je rajouterais également que nous ne souhaitions pas, d'où le titre qui a été donné à ce webinaire, nous ne souhaitions pas aborder ce sujet uniquement sous l'angle peut-être un peu trop restrictif et un peu trop technique de la stratégie de non-cession des droits. De ce point de vue, nous sommes en phase totale avec les recommandations du Conseil de l'Europe qui ont été adoptées fin mai 2023 en soutien à une publication académique de qualité, transparente, ouverte, de confiance et équitable. Et ces recommandations incitent, je cite, les États membres et la Commission à prendre des mesures pour mieux faire connaître aux chercheurs les droits de propriété intellectuelle et leurs valeurs, y compris les conséquences des transferts de droits aux éditeurs, et l'importance de la gestion stratégique de la propriété intellectuelle par les chercheurs pour faciliter l'accès libre, immédiat et sans restriction aux publications scientifiques. Alors, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans cette démarche assez large et englobante qui va au-delà de la non-cession exclusive des droits. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons intitulé « Comment protéger les droits d'auteur de mes travaux de recherche ». Avant de vous présenter les collègues qui interviendront, vous voyez sur la diapositive les référents sciences ouvertes, membres de ce groupe de travail au sein des universités UDIS. Donc, si vous suivez ce webinaire et que vous êtes membre de l'une de ces universités, n'hésitez pas, en cas de question, à contacter votre interlocuteur visible sur la diapo.
Je voudrais aussi préciser que les collègues qui vont intervenir ne sont pas des juristes et qu'on ne donnera pas de conseils juridiques dans le cadre de ce webinaire. En revanche, nous avons avec nous Anne-Laure Stérin qui interviendra si besoin et qui est juriste et formatrice sur les questions de propriété intellectuelle et de droit des données personnelles. Donc, merci beaucoup à Anne-Laure Stérin de s'être jointe à nous également. Alors, nous écouterons donc dans un premier temps Pascal Popelin, qui est responsable à Sorbonne Université du département Publication et Open Access de la bibliothèque et qui, par ailleurs, est l'une des co-autrices des recommandations qui ont été émises par le COSO sur la question de la stratégie de non-cession des droits. Et nous écouterons dans un second temps Zoé Ancion, qui est responsable du pôle Sciences ouvertes auprès de la direction de la stratégie numérique et des données de l'Agence nationale de la recherche, et qui, vous le savez, l'ANR étant membre de la coalition S, a joué évidemment un rôle éminent dans le déploiement et la sensibilisation en France sur ces questions-là. Voilà, ben Pascal, je te laisse la parole. Merci Catherine. Donc effectivement, moi, je vais vous parler dans une première partie des droits d'auteur et de la manière dont vous pouvez conserver vos droits patrimoniaux grâce à la stratégie de non-cession des droits, de non-cession exclusive des droits et patrimoniaux, et voilà, voir comment on peut mettre cela en place lorsqu'on publie un article scientifique. Donc voilà, dans le processus de la recherche, le chercheur va mener ses recherches, il va exploiter ses données, que ce soit des textes, des chiffres ou des images, et il va confirmer ses hypothèses. Et donc ensuite, le chercheur va mettre par écrit ses résultats dans le cadre d'un article. Et donc c'est l'article qui matérialise donc son travail de recherche. Le code de la propriété intellectuelle mentionne bien que les écrits scientifiques sont des œuvres de l'esprit. Et comme les résultats de sa recherche apportent un éclairage nouveau à la science, l'article présente bien un caractère original, qui est aussi un des critères mentionnés par le code de la propriété intellectuelle. Donc voilà, du fait en fait de la matérialisation concrète de ces résultats de recherche sous la forme d'un écrit, d'un article, et qu'il s'agit bien d'une œuvre de l'esprit avec un caractère original, l'œuvre, l'article, est soumise aux droits d'auteur. Et donc à ce stade, l'auteur jouit pleinement de droits moraux et de droits patrimoniaux. Donc concrètement, le droit moral, il est composé du droit à la reconnaissance de la paternité, du droit à l'intégrité, du droit de divulgation, de repentir et de retrait. Et donc ces droits moraux, ils sont attachés à la personne même de l'auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles. Donc ça veut dire que ces héritiers vont devenir titulaires à sa mort. Et donc, ces droits ne sont pas cessibles à une tierce personne. Ils ne sont pas cessibles, par exemple, à un éditeur. Contrairement aux droits patrimoniaux, qui, eux, sont bien cessibles à un éditeur. Donc, en ce qui concerne les droits patrimoniaux, on va parler du droit de représentation, de reproduction, d'adaptation. Donc, c'est ce qui va recouvrir, par exemple, le fait de pouvoir publier, diffuser ou même traduire un article. Donc, comme je le disais, l'auteur est donc titulaire de ses droits d'auteur, droits moraux et droits patrimoniaux, à partir du moment où ses résultats de recherche commencent à prendre la forme d'un écrit scientifique. Et donc là, à ce stade, l'article n'est pas encore évalué par les pairs et il s'appelle un préprint. Ensuite, le chercheur va le soumettre à un éditeur qui va décider de rejeter ou non l'article ou de le faire donc évaluer par d'autres chercheurs. Et donc là, on entre dans un processus d'évaluation
Donc, s'il n'a pas été rejeté par l'éditeur, l'article va passer par cette phase de relecture. Il y aura des allers-retours entre les pairs, les chercheurs relecteurs et l'auteur de l'article. Et donc, cet article va être corrigé, amendé, complété en fonction du retour effectué par les relecteurs. Et si sa version remaniée correspond donc à tous les critères de publication de la revue, il sera alors accepté pour publication. Et donc, à ce stade, l'article qui est revu, corrigé par les pairs, s'appelle le postprint. Si ce postprint donc est accepté par l'éditeur pour être publié, ce dernier, l'éditeur, va avoir besoin d'une cession des droits patrimoniaux. C'est ce qui va lui permettre d'exploiter l'œuvre, de la reproduire, de la publier et de la diffuser. Donc l'auteur, à ce stade, devra donc signer un contrat d'édition comportant cette cession des droits patrimoniaux. Cette cession des droits patrimoniaux, elle peut être non exclusive ou au contraire, elle peut être exclusive. Donc, dans le cadre d'un contrat d'édition avec cession non exclusive des droits patrimoniaux, ça va signifier qu'en fait, l'éditeur va avoir bien le droit de reproduire et de diffuser l'œuvre et que l'auteur continuera également à disposer de ses droits patrimoniaux. Donc, typiquement, l'exemple typique, ça va être donc les publications en libre accès, qui sont donc l'objet de ce type de contrat d'édition, c'est-à-dire avec une cession non exclusive des droits patrimoniaux. Et donc, le PDF éditeur pourra être diffusé en libre accès avec une licence ouverte, et tout un chacun pourra le reproduire, le diffuser moyennant certaines conditions. L'autre cas, ça va être lorsque l'auteur va signer un contrat d'édition avec cession exclusive des droits patrimoniaux. Et donc là, personne d'autre, à part l'éditeur, ne pourra reproduire ou diffuser l'œuvre. Donc pas même l'auteur. Et donc là, le PDF éditeur, normalement, mentionnera le copyright éditeur. Donc là, le sujet de ce webinaire, la stratégie de non-cession des droits, permet en fait de conserver vos droits d'auteur sur votre manuscrit auteur, donc sur le préprint et le postprint, malgré la signature d'un contrat d'édition avec une cession exclusive des droits patrimoniaux. Vous conserverez la possibilité de diffuser votre manuscrit auteur. Donc c'est un peu ça en fait la différence avec la loi pour une république numérique. La loi pour une république numérique, l'article 30, va demander un embargo minimum de 6 à 12 mois selon la discipline, à condition d'avoir une recherche financée au moins à 50% par des fonds publics. Donc, il faudra attendre 6 à 12 mois pour pouvoir diffuser son manuscrit auteur dans une archive ouverte. La stratégie de non-cession des droits, elle va permettre un libre accès immédiat du manuscrit auteur grâce à l'application d'une licence sur les différentes versions de votre texte, du préprint au manuscrit auteur accepté. Donc, ouais, c'est sur ce délai-là que se joue la différence entre la stratégie de non-cession des droits et la loi pour une république numérique. Alors, qu'est-ce qu'une licence? Une licence, c'est en fait une autorisation. Elle va dire au lecteur tout ce qu'il a le droit de faire avec votre publication sans avoir besoin de vous contacter. Et concrètement, en fait, tout ce qui n'est pas interdit par cette licence-là est permis. Les licences les plus connues, je pense, sont les licences Creative Commons. En tout cas, ce sont les licences les plus utilisées au niveau international. Et c'est celles, par exemple, que l'on va retrouver sur les pages Wikipédia. Vous savez, là, les images qui illustrent les articles Wikipédia, si vous cliquez sur l'image, vous serez en présence d'une licence Creative Commons qui vous dira ce que vous pouvez faire avec cette image. Donc, on a différents types de licences. La licence de base, ça va être la licence CC BY, donc c'est la première, qui dira que l'on peut faire tout ce que l'on veut avec votre publication, à condition de vous citer en tant qu'auteur. Et ça, c'est vraiment la reconnaissance de la paternité, de votre paternité sur l'œuvre, c'est vraiment la base du droit d'auteur en France. Et puis, vous pouvez ajouter d'autres conditions. Donc, par exemple, vous allez avoir la licence CC BY SA. SA, c'est pour Share Alike.
Et c'est une licence qui dit que vous pouvez tout faire avec la publication, à condition de citer l'auteur et de partager l'œuvre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire également avec une licence CC BY SA. Donc là, le but, c'est vraiment d'être dans un cercle vertueux d'ouverture. Il y a également une autre brique, qui est la brique NC, non-commercial. Donc, on est en présence là d'une licence CC BY NC, qui signifie qu'on peut tout faire avec la publication, avec l'œuvre, à condition de citer l'auteur, et NC, de ne pas commercialiser l'œuvre. Donc, à titre d'exemple, si vous diffusez un article avec cette licence en tant qu'auteur, ça signifie qu'une tierce personne ne pourra pas réutiliser votre article pour commercialiser un recueil d'articles sur la même thématique. Et enfin, il y a une dernière brique, qui est la brique ND, pour non-derivate. Et là, ça veut dire qu'on peut tout faire avec la publication, à condition de citer l'auteur et de ne pas modifier l'œuvre. Donc, par exemple, si on réalise un schéma dans le cadre de son article, s'il y a un schéma qui est dans votre article, un autre chercheur ne pourra pas réutiliser ce schéma pour le compléter avec ses propres données, ses données à lui, si l'article et le schéma sont sous une licence CC BY ND. Autre exemple, en SHS, par exemple, ça peut signifier aussi qu'une tierce personne ne pourra pas traduire votre publication sans demander une autorisation express de votre part, puisque la licence interdit toute modification. Et donc voilà, il est possible de combiner les conditions. Et en général, pour les articles scientifiques, on recommande donc l'application d'une licence CC BY, car c'est la licence qui est la plus souple. Mais encore une fois, voilà, on peut vraiment combiner ces différentes briques de licence, les ND, les SA, les NC, selon la situation. Voilà, telle licence peut être vraiment adaptée à telle situation, donc ça va vraiment dépendre du cas pratique. Donc ouais, c'était vraiment important de faire ce point sur les licences, puisque c'est vraiment ce qui est au cœur en fait de la stratégie d'énonciation des droits, puisqu'en fait, la première étape, ce sera d'appliquer une licence de type CC BY sur le préprint de votre publication avant de le soumettre à l'éditeur. Et ensuite, il faudra continuer d'appliquer cette licence sur chacune des versions que vous allez soumettre au cours du processus de relecture par les pairs. Vous allez le soumettre à l'éditeur jusqu'au manuscrit auteur accepté par publication. Alors, comment impose-t-on une licence? Qu'est-ce qui fait qu'une licence va être valide ou non? Il y a 2 points importants. Le premier point, ça sera d'indiquer la version de la licence. Donc, actuellement, pour au niveau international, pour les Creative Commons, on est à la version 4. Ensuite, le deuxième point important, ça sera d'ajouter une URL de renvoi vers la description de la licence, qui est sur le site des licences Creative Commons. Et ensuite, après, c'est tout à fait optionnel, vous pouvez aussi ajouter un logo, le logo de la licence, mais ça, c'est vraiment pour apporter plus de lisibilité. C'est vraiment pas du tout obligatoire. Ensuite, après avoir appliqué donc, cette licence sur toutes les versions de votre manuscrit auteur, en tout cas au moment de la première étape sur votre préprint, la seconde étape sera d'informer l'éditeur de votre démarche. Le plus simple, c'est d'ajouter une phrase type, là, que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire à des fins de diffusion en accès libre, une licence CC BY a été appliquée par les auteurs sur le document et le sera à toute version ultérieure jusqu'au manuscrit auteur accepté pour publication résultant de cette soumission. Donc cette phrase-là, c'est important de l'ajouter, de la communiquer à l'éditeur. Vous pouvez l'ajouter sur votre manuscrit, sur la première page de votre manuscrit. Vous pouvez l'ajouter aussi, par exemple, si vous êtes financé par une agence de financement dans la partie des remerciements, dans la partie Acknowledgement Section. Vous pouvez également mettre cette phrase dans la cover letter, dans la lettre qui accompagne la soumission de votre manuscrit à l'éditeur. Donc voilà, prévenir l'éditeur, c'était l'étape 2. Ensuite, l'étape 3, ça sera la signature du contrat avec l'éditeur.
Une fois le manuscrit accepté pour publication, l'éditeur va vous faire signer un contrat d'édition. C'est une étape qui est normale dans le processus de publication. S'il s'agit d'un contrat de cession exclusive des droits patrimoniaux, sachez que l'ajout d'une licence CC BY, de type CC BY, en amont sur votre manuscrit prime sur les conditions posées par l'éditeur par le biais de son contrat. En effet, ce qui a été ouvert à tous au préalable ne peut pas être cédé à une seule personne, à un éditeur. Donc, vous conservez en fait vos droits patrimoniaux que vous ouvrez à toutes et à tous. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à déposer votre manuscrit auteur dans une archive ouverte, comme HAL, en rappelant bien la licence lors du dépôt. Donc voilà, si je résume un petit peu tout le processus, là vous avez un schéma qui résume un peu tout le processus. Vous rédigez votre manuscrit, vous mettez au moment de la soumission une licence sur votre publication, votre manuscrit, vous en avertissez l'éditeur, vous continuez à appliquer une licence sur chacune des versions de votre manuscrit auteur, jusqu'au manuscrit auteur accepté par les pairs. Et au moment de la publication et de la diffusion de votre manuscrit auteur, vous pouvez déposer le manuscrit dans une archive ouverte avec la licence que vous avez appliquée sur le manuscrit. Donc ouais, c'est ça en fait la stratégie de non-cession des droits. Donc là, j'ai listé quelques questions très pratiques qui reviennent les plus souvent en fait quand on est en contact avec les chercheurs lorsqu'on aborde la question de non-cession, de la stratégie de non-cession des droits. Voilà. Donc si je dépose mon manuscrit dans HAL avec une licence CC BY avant de l'envoyer à l'éditeur, est-ce que c'est suffisant pour mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits? Donc non, ce n'est pas suffisant, il manque l'étape 2, qui est vraiment de prévenir l'éditeur de votre démarche. C'est vraiment pour des questions de bonne foi vis-à-vis de l'éditeur. Et ensuite, il sera nécessaire d'appliquer cette licence sur toutes les versions du manuscrit auteur, jusqu'à la version acceptée. Autre question très courante, c'est comment savoir si la revue où j'envisage de publier accepte la stratégie de non-cession des droits. Alors, il faut savoir qu'il y a des agences de financement qui ont recensé en fait les politiques de revue vis-à-vis de la stratégie de non-cession des droits. Et il existe une page web qui liste en fait, peut-être que quelqu'un vous le mettra dans le chat, sinon moi je vous le mettrai dans le chat. Vous allez avoir des listes en fait de revues qui ont accepté officiellement la stratégie de non-cession des droits et une liste de revues qui rejettent explicitement aussi la stratégie de non-cession des droits. Et à ce jour, en fait, il n'y a que 2 revues qui rejettent cette stratégie, qui ont déclaré officiellement ne pas accepter de manuscrit auteur mentionnant la stratégie de mentionnant la licence et la stratégie de non-cession des droits. Et il s'agit en fait de 2 revues en hématologie relevant de l'American Society of Hematology, de cet éditeur-là. Et donc, ces 2 revues s'appellent Blood Advances et Blood. Voilà. Et ensuite, avant-dernière question, conformément donc à la stratégie de non-cession des droits, j'ai bien appliqué une licence CC BY au manuscrit soumis à l'éditeur, mais les corrections apportées par les pairs se font au fur et à mesure sur le document déjà mis en page par l'éditeur. Que puis-je faire pour déposer mon manuscrit auteur dans une archive ouverte? Alors là, effectivement, chez certains éditeurs, les corrections se font directement dans la maquette de l'éditeur. Or, il faut savoir que la stratégie de non-cession des droits s'applique uniquement aux versions produites par les auteurs. Et donc, du coup, le meilleur moyen, c'est de reporter en fait les corrections dans le fichier auteur tout au long de la phase de révision de l'article. Et enfin, dernière question. J'ai fait le choix donc d'ajouter une déclaration de non-cession des droits lors de l'envoi de mon manuscrit à l'éditeur. N'y a-t-il pas un risque de voir mon manuscrit refusé? Eh bien, si, effectivement, c'est un risque possible, puisque l'éditeur est toujours libre en fait de refuser la publication d'un manuscrit.
Et donc, comme je vous le disais, certains éditeurs ont déjà pris publiquement position par rapport à cette stratégie de dénonciation des droits. Et cette liste est consultable sur le site du Journal Checker Tool de la coalition S. Et à ce stade, 2 revues ont mentionné cette possibilité-là. Donc, c'est les revues en hématologie que je mentionnais un peu plus tôt. Donc là, les questions que j'ai abordées, les 4-5 questions que j'ai abordées ici, en fait, elles font partie d'un guide qui s'appelle « Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques ». C'est un guide qui est aussi accompagné d'une foire aux questions et qui a été réalisé par le collège publication du Comité pour la science ouverte. Ce guide, on a essayé de le faire le plus clair possible. Il a été relu par des chercheurs et des chercheuses. Il est disponible en anglais et en français sur le site Ouvrir la science. Donc n'hésitez pas donc, aussi à le consulter. Voilà, il y a d'autres questions très très pratiques qui sont abordées avec des réponses. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je vais laisser du coup la main à Zoé. Merci beaucoup, Pascal. Peut-être que pendant que Zoé s'installe et prend le relais et prend la main sur les diapos, je voudrais simplement vous dire qu'on a de très nombreuses questions dans le chat qui apparaissent au fur et à mesure des interventions. On y répond un petit peu au fil de l'eau, mais on a bien prévu, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a bien prévu un temps d'échange tout à l'heure. Alors, comme vous êtes très nombreux, la parole ne pourra pas vous être donnée, mais on reprendra la plupart des questions pour y apporter une réponse. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne suit pas forcément les questions du chat dans l'immédiat. Zoé, tu es prête? Oui, oui. Voilà. J'espère que je vais arriver à passer les slides, mais j'ai l'impression. Oui, super. Très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir vous présenter. Donc là, l'objectif de cette partie, c'est plutôt de vous présenter cette approche collective portée par la coalition S. Et puis, je vais vous proposer voilà, quelques illustrations d'implémentation dans des contextes différents pour vous montrer finalement la variété des approches qui peuvent exister. Et comme Anne-Catherine l'a mentionné en début de session, mais je préfère toujours le repréciser avant mes interventions. Donc moi, je ne suis pas juriste, hein, j'interviens vraiment au titre à la fois de notre implication dans la coalition S, du fait que l'ANR met aussi en œuvre la stratégie de non-cession des droits dans le cadre de nos appels à projets, et puis de pouvoir vous donner voilà, ce retour sur différentes formes de mise en œuvre. Donc, la coalition S, elle regroupe, donc elle a été lancée en 2018, l'ANR en fait partie depuis le lancement. Au démarrage, c'était une coalition portée vraiment par des institutions européennes et aujourd'hui, c'est une coalition tout à fait internationale qui regroupe 21 agences de financement de pays divers et 7 institutions philanthropiques. Et puis, elle est également soutenue la coalition S par la Commission européenne et puis Science Europe. Et donc l'objectif premier de la coalition S, c'est la mise en œuvre des principes du plan S. Donc il y a 10 grands principes et l'objectif à la fin, in fine, c'est de promouvoir un accès ouvert, complet et immédiat aux publications scientifiques. Donc, la stratégie de non-cession des droits, elle a été mise en œuvre, je dirais, par les institutions membres de la coalition S à partir de 2021. Mais déjà en amont, il y a eu tout un travail, notamment de communication, qui a été fait au sein de la coalition S. Et donc, sur cette slide que vous pourrez avoir à disposition après, je vous ai remis le lien, puisque sur la page de la coalition S, vous avez en fait à disposition toute une série de matériaux pour mieux expliciter ce que c'est, les différentes approches, comment la mettre en œuvre quand on est un chercheur, comment la mettre en œuvre quand on est une institution de financement, avec voilà, des modèles aussi de lettres à destination des éditeurs. Donc, la stratégie de non-cession des droits, c'est aussi aujourd'hui un contexte
international assez favorable finalement, puisque, comme Anne-Catherine l'a mentionné tout à l'heure, il y a notamment le Conseil, les recommandations du Conseil de l'Europe qui sont tout à fait favorables à cette mise en œuvre, mais il y a aussi la déclaration pour une science ouverte de l'UNESCO qui est je dirais en adéquation, en ligne avec la stratégie de non-cession des droits, également la déclaration du G6 ou l'agenda en faveur de la science ouverte à horizon 2025 de EUA qui donc rassemble toutes des universités au niveau européen. Donc, voilà, ce que je vous propose du coup maintenant, c'est un peu une illustration de 3 mises en œuvre assez différentes. Donc, la première, c'est celle du Royaume-Uni, qui a eu une approche assez forte de la stratégie de non-cession des droits, mais parce qu'elle s'inscrit dans un cadre législatif articulé autour de la notion de prior license. Je ne l'ai pas traduite parce que dans notre contexte juridique français, on n'a pas l'équivalent. Donc en fait, cette notion de prior license, ça signifie que les œuvres vont être concédées à l'université avant même qu'elle ne soit écrite. Donc finalement, le chercheur va accorder à son institution de rattachement, à son université, automatiquement une licence non exclusive pour mettre ses manuscrits à disposition du public avec une licence CC BY. Alors la première institution qui a déployé cette stratégie finalement qui est la stratégie de non-cession des droits, mais avant que la coalition S recommande la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits, c'était en 2008 et c'était la faculté des arts et sciences de Harvard. Et puis, on peut observer qu'avec la mise en œuvre par la coalition S de la stratégie de non-cession des droits, à partir de 2022, il y a vraiment de nombreuses universités qui s'en sont emparées et aujourd'hui, on compte plus de 20 institutions qui ont adopté cette stratégie au Royaume-Uni. Alors, une autre approche, mais qui est assez similaire, qui est une approche très institutionnelle, c'est l'approche qui est portée en Norvège, puisque là aussi, aujourd'hui, c'est 6 universités sur 10 qui implémentent cette stratégie de non-cession des droits. Alors, en Norvège, il n'y a pas cette notion de prior license, mais eux, ils utilisent ce qu'ils appellent une prior notice. Donc, c'est-à-dire que sur le site de chacune des universités, il est bien précisé cette mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits. Et donc, d'une certaine manière, voilà, il notifie avant même qu'un chercheur puisse venir soumettre sa publication à un éditeur. Les éditeurs sont déjà informés par l'intermédiaire des communications institutionnelles. Et donc là aussi, on voit que c'est une approche vraiment partagée par différentes institutions au sein d'un même contexte national. Alors maintenant, une approche un peu différente, puisque là, on sort d'un cadre national, mais on se positionne ici dans un contexte d'une institution internationale, donc il y a la Commission européenne. Donc la Commission européenne, elle a la même demande dans le cadre de son programme Horizon Europe en matière d'accès ouvert aux publications scientifiques, c'est-à-dire un libre accès complet et immédiat avec licence CC BY et avec dépôt à minima de la version auteur acceptée pour publication dans une archive ouverte. Donc là, je vous rappelle, et c'est les slides de mes collègues de la Commission européenne qui reprécisent bien quels sont les engagements de leurs bénéficiaires lorsqu'ils sont financés par la Commission européenne en matière d'accès ouvert aux publications scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que plus récemment, en avril de cette année, ils ont mis à jour, ils ont annoté
leur version du Grant Agreement, qui est leur sorte de convention qui va être élaborée avec l'ensemble de leurs bénéficiaires. Et là vient apparaître la notion de prior obligation. C'est-à-dire que pour la Commission européenne, si vous êtes financé dans le cadre d'un projet Horizon Europe, vous avez une obligation prioritaire à respecter les engagements en faveur de l'accès ouvert, complet et immédiat aux publications issues des projets financés. Et donc, pour respecter cette prior obligation, vous avez toute une série de possibilités, mais dont, en tout cas dans le contexte français, la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits vous permet d'être tout à fait en adéquation avec les engagements demandés dans le cadre des projets Horizon Europe. Ensuite, pour terminer, peut-être quand même quelques mots sur la manière dont la stratégie de non-cession des droits est implémentée dans le cadre de la politique d'accès ouvert aux publications scientifiques de l'ANR. Donc, nous, on indique très clairement dans le cadre de tous nos appels à projets, que ce soit les appels à projets génériques ou les appels à projets France 2030, il est bien précisé que le responsable scientifique et les partenaires des projets financés s'engagent d'une part à ce que toutes les publications scientifiques issues de ces projets soient rendues disponibles en accès ouvert sous licence CC BY ou équivalente en utilisant l'une des trois voies mentionnées. Donc, une publication dans une revue nativement en accès ouvert, donc ça peut être bien entendu des revues Diamant ou des revues avec APC. La publication dans des revues par abonnement faisant partie d'un accord transformant ou journal transformatif, ou la publication dans une revue par abonnement avec mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits. Et par ailleurs, quelle que soit la voie de publication choisie par l'auteur, l'auteur s'engage à ce que le texte intégral de sa publication scientifique, donc soit la version acceptée pour publication, soit la version éditeur, soit déposée dans l'archive ouverte nationale HAL, au plus tard au moment de la publication, en mentionnant bien la référence ANR et l'identifiant pérenne qui y serait associé. Donc, cette référence ANR, elle est très importante. L'association publication référence projet, puisque c'est ça qui va permettre ensuite à la publication de se retrouver dans le portail HAL ANR et ensuite de venir alimenter toute une série d'outils, dont les outils mis à disposition pour le suivi des projets, pour que vous n'ayez pas un travail supplémentaire à venir à réintroduire toute la liste de vos publications dans le cadre du suivi de vos projets. Donc, voilà, pour conclure, ce que je voulais souligner, c'est qu'on voit bien que finalement, aujourd'hui, que ce soit au Royaume-Uni, en Norvège ou en France, on se retrouve vraiment avec des approches qui sont partagées, qui sont concertées et qui sont très fortement relayées par les institutions. Donc, en France aujourd'hui, bien entendu, voilà, UTIS recommande l'utilisation, la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits, mais c'est aussi le cas d'autres institutions françaises, dont le CNRS, France Université, l'IRD, l'Université de Lorraine. Cette stratégie, elle est bien sûr en ligne, en accord avec le plan national pour la science ouverte. Et puis récemment, il y a le réseau science ouverte des agences de financement françaises qui est piloté par l'ANR et qui rassemble l'ANSES, l'ADEME, l'INCa et l'ANRS-MIE, qui s'est engagé dans sa feuille de route 2023-2024 à collaborer à la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits par ces différentes institutions. Et puis, je voulais terminer en mentionnant un outil de monitoring qui a été élaboré par Maxence Larieux de l'Université Paris-Cité, qui est tout à fait en accès ouvert et le lien est sur la slide et qui vous permet
de vérifier en fait toutes les publications disponibles dans HAL qui ont fait mention de ces petits addendums, donc cette phrase pour la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits. Et puis, ça permet aussi de vérifier si c'est issu d'un projet financé par l'ANR ou d'un projet financé dans le cadre d'Horizon Europe. Et je pense que c'était ma dernière slide, tout à fait. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Zoé. Bon, ben voilà, on va pouvoir, on a répondu au fil de l'eau à un certain nombre de questions. On peut peut-être, n'hésitez pas à continuer de les poser, de préférence dans le chat, de manière à ce que tout le monde puisse les voir. Et on va peut-être reprendre rebondir sur certaines questions pour tenter d'y apporter des réponses. Anne-Laure, est-ce que vous pourriez peut-être développer, j'ai vu que vous y avez répondu, mais la question sur les CC BY NC et CC BY, la question qui a été posée par Baptiste Suchera-Marx, peut-être c'est un point important, si vous pouvez peut-être la reprendre de vive voix, cette réponse. Oui, le temps de reprendre le micro. Donc, vous avez posé de façon globale la question de la CC BY, c'est ce que préconise Coalition S, le plan S et donc l'ANR. Et vous dites, mais pourquoi pas la CC BY NC? Le plan S est très clair. Donc, pour ce qui concerne les articles, les publications prenant la forme d'un article, si cet article rend compte de recherche financée sur fonds publics, c'est la CC BY qui doit être apposée, pas une autre. En revanche, en cas de financement européen, le contrat de financement Horizon 21-27 prévoit autre chose. Enfin, prévoit que pour les articles, les publications prenant la forme d'un article rendant compte de financement européen, c'est la CC BY qui doit être appliquée. En revanche, Horizon 21, le contrat de financement Horizon, dit si vous vous rendez compte de vos recherches financées sur fonds européens sous forme d'un chapitre d'un ouvrage collectif ou d'une monographie, là, vous pouvez envisager, c'est toléré que vous appliquiez la CC BY NC parce que, au niveau européen, les contraintes économiques des éditeurs d'ouvrages sont prises en compte. Donc, vous voyez, c'est la source du financement et la nature de la publication, soit périodique, enfin article dans un périodique, soit livre, qui détermine la possibilité ou pas de choisir autre chose que la CC BY. Merci Anne-Laure. Peut-être une question plutôt à destination de Pascal. Plusieurs participants au webinaire ont réagi au fait que tu aies cité les deux revues d'hématologie qui se sont explicitement positionnées contre la stratégie de non-cession des droits et du coup, en s'étonnant qu'il n'y en ait que deux. Tu peux peut-être... Oui, alors en fait, donc, concrètement, comment ça s'est passé quand la coalition S en fait a réfléchi à mettre en place la stratégie de non-cession des droits, enfin voilà, que ce soit une option possible pour les chercheurs qu'elle finance, elle a contacté en fait les éditeurs pour annoncer du coup cela, et donc il y a des éditeurs qui ont explicitement répondu et d'autres qui n'ont pas répondu. Parmi les éditeurs qui ont répondu, il y en a deux qui donc là, je vous parle du côté positif, les réactions positives. Il y en a deux qui ont mis à jour en fait leur politique, enfin leur contrat d'édition, voilà, pour être raccord avec la stratégie de non-cession des droits. Et puis, côté négatif aussi, de l'autre côté, il y a eu deux revues, donc un éditeur qui lui a explicitement pris position en disant non, nous ne publierons pas de chercheurs qui mentionnent cette stratégie de non-cession des droits. Il me semble que depuis, la déclaration qu'ils avaient postée sur leur site a disparu. Mais bon, voilà, ils sont toujours dans la liste, entre guillemets, dans la liste noire des éditeurs qui ont officiellement refusé la stratégie de non-cession des droits. Après, on peut avoir un entre-deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des éditeurs qui n'ont pas forcément pris position négativement ou positivement par rapport à la stratégie de non-cession des droits, mais qui, dans les faits, vont effectivement un petit peu compliquer le parcours du chercheur. Comment ça se passe? Ça peut être des éditeurs qui disent très bien, en fait, vous voulez publier en libre accès, et bien dans ce cas-là, vous n'avez qu'à publier dans notre revue Gold. Donc ça, c'est un cas, un exemple.
On peut également avoir une autre situation, et donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est ACS, donc en chimie, qui a trouvé des frais qui s'appellent des Article Development Charges. Et donc voilà, si vous publiez dans une revue sur abonnement, mais que vous voulez diffuser votre manuscrit auteur sans embargo, cet éditeur demandera des frais, donc des frais de Article Development Charges pour faire cela. En fonction de la licence que vous choisissez, du fait que vous ne choisissez pas d'embargo, etc., vous avez des prix qui peuvent osciller entre 4 000 $, 4 500 $. Voilà, on a en fait différents types de réactions, et même si un éditeur n'a pas forcément pris officiellement position contre ou pour, ça peut passer comme ça peut effectivement ne pas passer, et avoir des éditeurs qui développent des stratégies voilà, pour détourner un peu voilà, pour amener le chercheur finalement à payer des embargos, des frais de publication. Oui, je vais peut-être, en complément de la réponse de Pascal, rebondir pour rappeler l'objectif de la stratégie de non-cession des droits. Ça a quand même été un outil qui a été mis en place pour un moment contourner la question des APC. Parce que quand le plan S a été lancé, du côté français, en tous les cas, du côté de l'ANR, du côté du plan national de la science ouverte et du côté des universités, on a quand même une approche par rapport aux pays anglo-saxons qui est beaucoup plus orientée vers le green open access, vers l'archive ouverte, beaucoup plus que vers le gold open access. Et c'est vrai qu'on a tous eu une impression très mitigée au moment du plan S. D'un côté, on adhérait totalement à un plan qui allait promouvoir l'ouverture des publications. De l'autre, on a craint que ça ne systématise le recours aux frais de publication, aux APC. Et c'est vrai que cette stratégie de récension des droits est finalement l'outil qui permet de concilier les deux, qui permet à la fois d'être en conformité avec l'obligation d'ouverture dès l'apparition de l'article, sans pour autant payer des APC. Et je rebondis tout de suite aussi sur des questions, sur un aspect qui est en filigrane dans un certain nombre de questions et qui concerne la réponse institutionnelle qui peut y donner. C'est une réponse qui est assez difficile à apporter, mais je pense que Anne-Laure complétera et Zoé Ancion également. Parce qu'en France et dans les pays européens d'une manière générale, le droit d'auteur est un droit très puissant. Et finalement, l'auteur, qui est le chercheur, exerce pleinement son droit d'auteur en lien avec son éditeur, sans que l'université n'ait à interférer dans cette relation qui existe entre l'auteur, le chercheur et son éditeur. L'université n'a pas à proprement parler à interférer dans cette relation-là. Et le chercheur est pleinement, possède tous les droits, toute la capacité pour signer ce contrat avec un éditeur. En revanche, l'université ou le financeur de la recherche, et là on a la coalition S, les agences de financement, etc., est en droit de poser des conditions en amont du financement de la recherche, de dire moi je finance à condition que. Donc là c'est un petit peu différent. Et c'est à l'auteur, mais ça repose encore sur l'auteur, c'est à l'auteur de considérer qu'à partir du moment où il a signé un contrat avec un financement de la recherche, il a accepté ces conditions et qu'il veillera dans ses relations avec son éditeur à ce que ces conditions soient respectées. La situation est par exemple un tout petit peu différente. Zoé Ancion a parlé tout à l'heure d'autres exemples, et notamment de l'exemple assez pionnier de Harvard. La situation est assez différente parce que le copyright américain est quand même très différent, mais je parle sous le contrôle d'Anne-Laure Stérin, très différent du droit d'auteur français et européen. Et parce que à Harvard, par exemple, qui a une politique de sciences ouvertes très affirmée depuis très longtemps, Harvard a considéré que pour que tout le monde soit raccord avec cette politique, il fallait que de toute façon, le chercheur cède ses droits à l'université de Harvard. Donc, à partir du moment où le chercheur a cédé ses droits à son employeur,
il ne peut plus les céder à son éditeur. Et tous les éditeurs qui traitent avec des chercheurs de Harvard savent parfaitement que ça n'est pas la peine d'essayer de leur faire signer des contrats qu'ils font signer aux chercheurs européens, par exemple, puisque de toute façon, cet éditeur n'est pas en capacité, cet auteur, pardon, n'est pas en capacité de céder ses droits qu'il a déjà cédés à son employeur, ou partiellement, il ne les a pas cédés complètement, mais il les a cédés partiellement. Je ne sais pas, Zoé, tu voulais intervenir, tu rebondis là-dessus ou c'était une autre question? Oui, oui, non, non, c'était tout à fait là-dessus. Ben, sur 2 points, juste, oui, effectivement, sur enfin, dans les pays anglo-saxons, cette notion de prior license et le fait en fait, le fait d'accorder à son institution une licence non exclusive, ça fait vraiment partie des conditions, c'est dans un contrat de travail, ça fait partie des conditions du recrutement. Donc, c'est une approche très forte, mais qui est tout à fait dépendante d'un cadre juridique spécifique. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'objectif de la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits et de la voie verte qui est tout à fait euh, euh, enfin, qui fait tout à fait partie de notre approche aussi en faveur de la biodiversité et que nous, en tant qu'ANR, on a vraiment porté au sein de la coalition Est de dire ben, on ne veut pas finalement qu'il y ait une seule voie de publication et c'est important pour nous qu'il y ait différentes voies de publication et que ce soit un choix qui soit laissé finalement aux auteurs. Euh, la particularité aussi, dont je pense qu'on peut être assez fier en France, c'est que le fait d'avoir une archive ouverte nationale, qui est très soutenue hein, également financièrement par des institutions publiques, c'est un vrai, c'est un concept qui rend d'autres institutions très, je dirais presque envieuses, parce que on voit bien que dans d'autres pays, on va avoir énormément d'archives institutionnelles et on va en avoir presque autant que d'institutions, mais finalement de retrouver l'ensemble de la production dans une archive nationale, c'est vraiment un levier une particularité en France qui est très fort et qui permet aussi d'avoir une approche très concertée de la part des différents acteurs, puisqu'on voit bien que à la fois les établissements, les universités, les institutions qui financent de la recherche comme l'ANR, l'ANSES, l'ADEME, l'INCa, l'ANRS et l'IE, on demande tous les dépôts des publications dans HAL et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important d'être souligné. Merci Zoé. Anne-Laure, vous aviez quelque chose à ajouter ou vous intervenez sur d'autres… J'étais en train de répondre à une question de Marie Farge qui a été posée. Oui. Très bien. Mais non, j'ai rien à dire. Enfin, 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 je fais que répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, Anne-Catherine. C'est-à-dire que les chercheurs français, en droit d'auteur français, dans le code de la propriété intellectuelle, sont pleinement investis de leurs droits d'auteur. Et si l'université souhaite, comme l'a fait Harvard aux États-Unis, négocier en direct et fixer des conditions avec un éditeur, il faut que l'université obtienne en amont l'autorisation, l'accord des chercheurs affiliés. Donc peut-être que certains accepteront, d'autres pas. Si ça prend la simple forme d'un contrat, enfin d'un accord, ou comme vous l'avez dit, si la condition du financement, c'est nous l'université qui allons négocier ensuite avec les éditeurs, ça c'est une autre forme, mais c'est parce qu'on vous donne un financement que les conditions et vous êtes d'accord. Tout à fait. Est-ce que, Anne-Laure, vous voulez rebondir tout de suite sur la question de Marie Farge ou bien on vous laisse un peu de temps pour y répondre par écrit et puis je passe la parole à Étienne, comme vous voulez. Bon, j'ai commencé la réponse, donc je vais la continuer par écrit. Très bien, parfait. Étienne? Je vais justement, effectivement, mettre mon grain de sel sur cette
question de pourquoi une université française ne ferait pas comme Harvard. Bon, je crois que Anne-Catherine, tu as déjà donné des bons éléments de réponse. Ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que une université, un employeur de chercheurs, quel qu'il soit, est tout à fait fondé à demander et à exiger d'une certaine manière que la production scientifique de ces chercheurs, de ces employés, soit mise en valeur d'une manière telle que ça contribue de manière optimale à la visibilité de l'établissement. Hein. Et ça me permet de rebondir effectivement sur disons, l'opportunité offerte par l'Archive nationale, par HAL, qui permet assez facilement à un employeur de présenter sous une forme synthétique l'ensemble de toutes les publications de ces chercheurs, bien qu'elles soient disséminées dans des centaines de revues et chez des dizaines d'éditeurs différents. Et ça, je crois que chaque université, chaque organisme est tout à fait fondé à exiger que ce genre de choses soit opérationnel. Et évidemment, vous voyez bien que les délais d'embargo sont très mauvais là-dessus, parce que la présentation des résultats, ce n'est pas un an après, c'est au moment où ils sortent. Voilà. Merci. Donc, vous pouvez lire la réponse d'Anne-Laure Serrin à la question posée par Marie Farge sur un contrat d'éditeur. Sur la question des listes de revues Diamant, on y a répondu également. Le DOAJ fait déjà ça. Et Zoé, c'est là-dessus que tu voulais intervenir? Oui, sur les revues Diamant, juste pour mentionner que dans le cadre d'un projet financé par la Commission européenne qui s'appelle Diamas et qui est euh, coordonné par l'Université d'Aix-Marseille, il y a notamment un des working package qui est dédié à la mise en place d'un Diamond Discovery Hub qui est précisément ça, une sorte de ça vous permettra de retrouver l'ensemble des revues Diamant, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses revues Diamant qui ne sont pas encore indexées dans le DOAJ et qui existent déjà, notamment puisqu'il y a cette thématique du multilinguisme en sciences qui est très fortement portée par les revues Diamant qui sont pas toujours dans une langue anglaise et donc qui ne se retrouvent pas indexées dans le DOAJ. Et donc ce Diamond Discovery Hub devrait être mis en place courant 2024. D'accord, merci pour cette précision. Je ne sais pas, qui veut prendre le relais sur d'autres questions? Je voudrais quand même rappeler, pour rebondir sur l'une des premières, et ça permet peut-être à mes collègues de s'emparer d'autres questions qui ont été posées pendant ce temps-là, rebondir sur l'une des premières questions qui a été posée, à laquelle Pascal a répondu partiellement, et qui est finalement la question qu'on rencontre toujours quand on évoque cette stratégie de non-cession des droits, c'est est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une relation le pot de terre contre le pot de fer entre un chercheur et son éditeur, avec un éditeur qui va se contenter de refuser très poliment, qui n'aura même pas besoin de dire qu'il est contre la stratégie de rétention des droits, mais qui expliquera simplement que dans ces conditions, il ne publiera pas l'article. Alors là, c'est quand même important, effectivement, on n'a pas de réponse à apporter face à ça, ça existe, il faut quand même avoir en tête que je pense que les chercheurs sont assez inégaux, et que la question des jeunes chercheurs, des doctorants, ça ne se pose pas de la même manière que pour un chercheur senior déjà. Et puis quand même rappeler aussi que le monde de l'édition académique privée et commerciale, enfin que les chercheurs ont beaucoup besoin de l'édition académique privée et commerciale, mais que l'édition académique privée et commerciale a beaucoup besoin des chercheurs aussi, qu'elle existe à travers eux, pas seulement pour les articles, mais aussi pour tout le processus de peer review qui est fait et qui est porté par les chercheurs. Quelles sont les questions que nous aurions éventuellement loupées? Je ne sais pas, je m'adresse aussi aux organisatrices du webinaire pour savoir de combien de temps on dispose encore pour y répondre, ou bien si on va vers une conclusion, s'il y a des questions très importantes qui ne sont pas, qu'on aurait loupées.
Il est déjà 13 h, je pense qu'on a bien respecté le timing, mais je proposais justement de conclure. Alors, il reste encore quelques questions, mais je pense qu'on a répondu à la plupart. Donc, de proposer de conclure. D'accord. Bon, bah, très bien. Je fais, maintenant, je laisse la main à Fabien Borgé. Bonjour à tous. Merci beaucoup dans un premier temps à l'ensemble des participants et à l'ensemble des intervenants pour ce webinaire de qualité qui nous a bien éclairé sur la stratégie de non-cession des droits. On a eu une sorte de petit mode d'emploi qui nous permet de savoir exactement comment il faut réagir. Et surtout, je pense qu'un des messages de ce webinaire, c'est à l'ensemble de la communauté, c'est de ne pas hésiter à solliciter les services compétents de son université dans vos établissements, de façon à ce que, bien évidemment, on a bien compris que la difficulté dans cette mise en œuvre, c'était l'isolement du chercheur face à l'éditeur. Il faut absolument rompre ça. Et sachez que dans vos universités, vous avez un certain nombre de services qui peuvent vous y aider et surtout le besoin d'échanger. Mais pour pallier à la stratégie de non-cession des droits, l'idéal, c'est bien évidemment de publier en open access natif. Et là, se pose le problème des APC. Et pour nos établissements, pour l'ensemble de nos établissements, et pas seulement les établissements du 10, se profile donc la problématique de la maîtrise des frais d'APC. Et dans ce cas-là, ça a été évoqué dans le chat et par Zoé également, à travers le Diamond Discovery Hub qui devrait sortir d'ici peu, et s'intéresser à d'autres modèles alternatifs de publication, et notamment ces modèles qui publient en accès ouvert natif et qui sont appelés diamants, qui ne sont ni lecteurs payeurs, ni auteurs payeurs. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un modèle sur lequel il faut commencer à s'intéresser. Et je le rappelle, c'est la maîtrise des coûts d'APC qui est en jeu. Et là, j'aimerais aussi apporter un éclairage sur l'ensemble des négociations couperins qui aide beaucoup à y voir un petit peu plus clair sur l'ensemble des possibilités, sur des contrats un petit peu généraux qui permettent vraiment de maîtriser l'ensemble de ces coûts. Mais surtout, n'hésitez pas à vous intéresser au modèle alternatif. Mais bien évidemment, pour que ce principe de l'accès ouvert puisse s'étendre, et plus généralement l'ensemble des valeurs de la science ouverte, je pense à l'ouverture des données. J'ai vu passer une question d'ailleurs, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout aborder. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'évolution nécessaire de l'évaluation de la recherche. Si l'on veut que l'ensemble de nos collègues, que l'ensemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs s'accaparent les principes de la science ouverte avec un accès ouvert natif ou un accès ouvert gold, pourquoi pas, mais du moment qu'on soit dans une biodiversité avec des coûts maîtrisés, tant qu'on est dans cette démarche, je pense qu'il est important que l'évaluation commence à évaluer. Et actuellement, il y a une dynamique qui est engagée, qui est soutenue par le G7. J'en veux pour force les conclusions du forum de Sendai qui s'est tenu en mai dernier, avec la réunion des ministres de la science en général, de la recherche et technologie, des 7 pays les plus industrialisés du monde, qui ont émis une conclusion dans ce sens, qu'il était nécessaire de faire évoluer, de réformer le mode d'évaluation de la recherche. Et ça me permet d'insister sur quelque chose qui est en train de se mettre en place, sur la mise en place de COARA, la Coalition for excusez-moi, je suis en train de parler en français et les mots ne me viennent plus en anglais. Enfin bref, la coalition pour l'avancement de l'évaluation de la recherche. C'était le mot avancement qui ne me venait plus, j'en suis désolé. Et j'insiste sur ce point parce que c'est le levier fondamental pour que l'ensemble des collègues s'accaparent les principes de la science ouverte, pour que l'on puisse sortir de ce système où finalement il y a des oubliés, il y a les pays qui n'ont pas les moyens de payer des frais de publication, se retrouvent complètement exclus du mode de partage de la connaissance, et c'est quelque chose qui devient de plus en plus intolérable. Et donc il est important que pour que chacun puisse s'approprier les principes de la science ouverte, l'évaluation individuelle, l'évaluation des établissements, l'évaluation des labos et l'évaluation des projets se fasse avec des principes qui le permettent et le permettent réellement. Donc voilà, je voulais vous indiquer ça en guise de conclusion pour simplement vous dire que, comme vous le voyez, les chantiers de la science ouverte pour UDIS sont encore nombreux
et vont nous permettre d'avoir de discussions et peut-être des recommandations, et pourquoi pas d'autres webinaires de ce sort pour vous donner d'autres voies d'exploration de l'ensemble des principes de la science ouverte. Donc voilà, comme mot de conclusion, j'aimerais vous remercier à nouveau tous, remercier tout particulièrement nos interlocuteurs et participants, hein, notamment Pascal Poplin, Zoé Ancion. Un grand merci à Anne-Laure Stérin et je vois plus Juliette Kenyard qui est toujours ici, et l'ensemble de mes collègues du groupe, hein, Étienne, Anne-Catherine, Mathieu, Chérifa et Caroline qui sont toujours présents. Et bien évidemment, Marine et Raphaël pour l'organisation de ce webinaire qui a été très, très riche et qui, je l'espère, vous aura apporté des éclairages importants. Voilà.